dessein comme vérité de l'apparaître dans la pensée de Jean-Luc Nancy. Voilà. Bon, je voudrais remercier publiquement Fernanda de me donner généreusement la possibilité de participer à cette journée d'études autour de la pensée de Jean-Luc Nancy, puisque c'est un véritable honneur et encore un vrai plaisir pour moi, je dirais même une mission, un pathos, de me retrouver dans le même lieu avec Jean-Luc Nancy et avec quelques-uns de meilleurs connaisseurs et lecteurs de sa pensée. Et si je pouvais, vous pourriez attendre quelqu'un qui est passionné de la pensée de ces philosophes, on pourrait dire penseurs, artisans, on le dit lui-même, mais ce serait séparé, je crois, philosophe, séparé, si je dis ce terme, séparé des systèmes philosophiques. Donc je dis que ces philosophes singuliers, du toucher et du sens, puisqu'il s'agit d'une pensée adressée à tous et à toutes, en même temps à chacun en particulier. À moi-même, par exemple, qui, en tant qu'architecte, essaye de penser l'art et la structure comme les registres d'une praxis équivalente du partage et d'un ethos. Ces termes désignent à la fois une pratique d'art et d'architecture et une pratique du discours de sens, à travers des sujets, des formes, plus précisément du désir de forme, qui constitue dans le travail récent de Jean-Luc Nancy, entre guillemets, un premier moteur doué d'énergie motrice, félicitations, pour inventer ces mots au lexique de l'action politique dans la vérité de la démocratie. Je voudrais insister sur la praxis de l'art et de la structure parce qu'elle constitue la fixation avec la pensée du nous, antérieure à toute pensée, comme il est indiqué dans l'être circulaire pluriel, en éliminant toute possibilité de pensée représentative pour ouvrir, de fait, le chemin vers une déconstruction radicale, pratique et non théorique, comme le disait Jacques Derrida. Il faut en outre remarquer que dans un très bon texte sur l'instruction de Jean-Luc Nancy évoque le rapport entre technique et nature, par-delà l'opposition physique-technique selon Aristote, ou encore par-delà la logique du supplément, au sens d'une tension de hygiène, et évidemment par-delà ce qui désigne le dernier endroit de l'être d'après Heidegger. Cette démarche correspond à une radicalité de pensée de la déconstruction active quand il s'agit de défaire tout principe de la construction qui est en jeu dans tous les cas mentionnés plus haut. Nous pouvons lire dans le livre Quel monde vivons-nous, entre guillemets, ce qui est en jeu par de la construction et destruction, c'est l'instruction comme telle. Félicitations. Ce terme relevé, indiqué à être considéré par une technique dispensée pourtant de la distinction entre art et nature, désigne un ensemble non assemblé, non ordonné, amoncelé, entassé, amassé, dans lequel nous pouvons considérer la simultanéité non coordonnée des choses ou des êtres, la contingence dans les points appartenants selon les mots de Jean-Luc Nancy dans ce livre. Nous pourrions reconnaître dans certains exemples de l'art et de la structure des constructivistes, entre guillemets, le travail du démontage, du désassemblage, des structures et des formes désordonnées qui visent à la fin une autre construction déconstruite, s'il ne s'agit pas d'une reconstruction renversée du geste fondateur, un retour aux principes fondamentaux de la structure moderne. Ouvrir la parenthèse, avoir le 14e Biennale de Venise de cette année sous le titre Fundamentals, où le commissaire général Rempulas a fait appel au schéma du retour aux fondamentaux en éliminant à la fois les tendances à finalité formelle esthétique des grands stars de la structure contemporaine. Or,
Je me demande s'il y a un point commun entre la pensée de Derrida et les démarches des architectes déconstructionnistes. D'ailleurs, Derrida ne se revendiquait d'aucun déconstructivisme, entre guillemets, déconstructivisme, comme le souligne Benoît Guetz. Mais malgré les malentendus infinis et les questions sans réponse nées de cette rencontre, les principes de construction s'engagent graduellement dans les gestes antistructurels de Derrida. On peut voir point de politique, base, sang, etc. Maintenant, l'architecture encore, maintenant, ce qu'on demande n'est pas seulement de déstabiliser, de désordonner tout ordre de construction, mais de défaire toute principialité de construction. De cette manière, le liquide est posé, avec guillemets, le liquide est posé, le liquide est souligné. Et en même temps, paraît l'ouverture de sortir du nihilisme, isme souligné, isme, d'une façon active, de s'orienter vers la création qui est liée au processus de l'instruction. Nous pouvons lire ce point crucial dans la déclosion page 39. Ouvrir les guillemets. Nihilisme, en effet, veut dire, deux points, faire principe du rien. Mais ex nihilo veut dire, deux points, défaire tout principe, y compris celui du rien. Cela veut dire vider rien, souligner rien, rem, entre parenthèses, la somme. De toute principialité, deux points, c'est la création. Ainsi, créer ne signifie pas construire, ni détruire, ni détruire. Dans le sens actif de création, la création se pose comme mise en monde des mondes, d'après la phrase de Jean-Luc Massy. Des mondes, création des mondes. En fait, ce premier sens de la création est lié avec l'analyse de la construction du christianisme. Je ne reprends pas ce déploiement dans la création du monde pour voir comment les dieux uniques se confondent avec la création en se retirant, en se vidant, pour laisser rien d'autre qu'une ouverture divine et servible. Fermez la parenthèse. Pourtant, je voudrais faire une mise au point sur une difficulté incontournable. La création, sa construction, résonne comme une contradiction interne qui nous écarte du dialogue avec les architectes et les artistes, puisque désormais, ils doivent travailler non comme des créateurs, mais comme des designers, dessinateurs, de formes visibles, désordonnées, dans le geste artistique par lequel elles montrent ses formes, ses formes. Donc, le montre comme lui-même le plaisir de dessin passe sans plaisir. Bon, les questions posées avec l'instruction concernent à la fois l'essence, l'action, l'invention, la désignation, le design et le dessin, la comparaison, le travail de tout ensemble. L'instruction, malgré sa liaison intime avec la question d'une association, conduit vers une approche de la socialité des sociaux. Ce n'est pas une action, une praxis, dans le sens posé par le partage, puisqu'il s'agit, entre guillemets, la pire et cette superposition qui ne fait pas de sens. Nous soulignons, qui ne fait pas de sens. Donc, l'instruction est privée de sens, sans valeur active. Elle se pose comme une catégorie de l'ensemble sans critère existentiel. Je cite une dénomination et non une définition des gens du principe. Entre guillemets, ce qui se nomme ici instruction serait l'état de la bête privé de la valeur de partage, ne mettant en jeu la simple conductivité avec sa conduisance. Page 90. Fin de citation. Je pourrais par conséquent reprendre la question à la fin du chapitre. Comment apparaît le sens? Ou même poser la question de savoir comment reconnaître le sens à travers l'instruction. Là, je suis là,
là, il n'y a ni fin, ni moyen, ni assemblage, ni cassage, ni haut, ni bas, ni est, ni ouest, mais tout ensemble. Fin de station. Traverser, c'est être en mouvement, en errance, sans cesse, dans les espacements qui sont des écarts et des proximités préalables à tout espace. Tandis que le là est une allusion à la place possible ou encore il offre à l'instruction un but atopique de l'absence du lieu, autant que sens. Et il montre là où il n'y a plus de construction. De cette manière, traverser l'instruction veut dire que nous sommes dans le sens de la limite extrême, de la limite illimitée, dans les limites et dans la prolifération hiérarchique de cette finalité impénissable, par exemple, selon la phrase de Jean-Luc Nancy. En nous permettant dans cette errance, ou même dans cette destinée errance, d'après le besoin de Derrida, de retrouver en face une part de design, pas de design intelligent, qui reste malgré tout auto-représentatif et auto-référentiel, mais le design normatif, non dessinable, qui travaille à la confiance, avec la autorité, la surprise, l'imprévu, et d'autre part, le dessin de la forme naissante, dont la forme n'est pas donnée, comme le souligne dans le désir au dessin, page 33. Il convient de noter à ce propos que l'inscription, en ouvrant sur le temps présent, c'est pas grave, jamais accompli au présent, mais en mouvement un temps qui vient en présence. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une venue, d'une parution, d'un paraître. D'ailleurs, avec guillemets, la survenue est le temps de l'instruction. Comme c'est indiqué, page 95. Par conséquent, à travers l'instruction, nous sommes devant un espacement qui permet la survenue de tout événement, de la surprise, de l'innovation du dessin. Or, nous essayons de faire un déplacement grâce à la manifestation du paraître de l'instruction privée de valeur acquise vers une praxis qui se constitue à travers le dessin comme, entre guillemets, la vérité non de l'apparu ni de l'apparence, mais de l'apparaître. Et je reprends aussi le terme de Nancy dans le plaisir au dessin. Ainsi, il ne faut pas considérer d'une part l'inscription et de l'autre part la désignation et la monstration du dessin, mais tout ensemble. Soudain, sous la lumière, l'éclair du paraître, moi en France de fibrilation qui au sens de la efficace, des glycènes, selon la précision de l'élaboration, page 69, au sens de Luciole, de Pier Paolo Pasolini, et non de Luce. L'art et la sculpture doivent abandonner le modèle de la construction qui implique la visée des brins d'une finalité constructrice et en même temps essayer de poursuivre la forme du paraître, la forme paraissante et le paraître de la forme, forma formans. Fin de citation. Pour qu'il puisse ne pas poser l'œuvre comme un objet ou un composant formaliste. Nous pouvons lire dans le plaisir de dessin, page 113. C'est paraître est strictement irréductible à l'apparence ou à l'être apparu, que tant que tel apparu ne paraît plus proprement, mais est seulement donné et posé comme objet. Fin de citation. Il faut en outre remarquer que dans cette approche éthique énergétique de l'ensemble des termes insistent. Énergia, force, pouvoir, dynamisme, énergie de dynamisme selon Aristote, action, praxis, qui, à travers le plaisir du geste, conduit à une limitation de chaque possibilité du déjà désigné, du désignable, de la forme prédonnée, prédisposée. C'est à partir de là
qu'on peut comprendre que la forme, en tant que forma formans, et pas comme forma formata, coïncide avec la forme paraissante, le paraître qui vient en présence, en créant des rapports dans le mouvement de la pure succession du temps, au sens d'éphémère, d'après la vision faite à la culture japonaise par Haruki Murakami, cité par Jean-Luc Nancy dans son livre L'équivalence de catastrophe, page 65. On pourrait dire que dans certains exemples de l'art et de l'architecture contemporaine, du tangente déconstructionniste, les motifs d'éphémère constituaient une structure matérielle, presque symbolique, du dépaysement et de la non-durée. Pourtant, cela revient à dire que dans ces cas, il ne s'agit pas de la venue d'une présence, d'une chose paraissante, mais d'une chose apparue, comme un objet donné à la construction d'un art éphémère. Je me réfère par exemple au concours international de l'architecture en 2004 sous le titre Ephemeral Structure in the City of Athens. Il convient de rappeler notre participation préalable à la Biennale de Venise sous le titre Athènes 2002, réalisme absolu. Cette thème renvoie au motif irrédemptiste et post-déconstructif qui, selon Derrida, entrelace et l'ensemble des variations du toucher dans la pensée de Jean-Luc Nancy. Je reviens donc, si vous permettez, au dessin qu'il faut considérer, en effet, comme une forme non formée, non donnée, non disponible, puisqu'il participe dans un registre sémantique où la puissance et la tension, étant impliquées dans une valeur énergétique, laissent la forme s'ouvrir à sa propre formation. Mais une question évidente est peut-être celle-ci. Qu'est-ce qui montre le dessin? Pourquoi insistons-nous sur l'infinité du paraître, le tracé du mouvement énergétique du dessin, dans ces termes de pierre, comme disait l'organisateur de cette journée? Les architectes désertent le dessin et les coquilles au profit des calculs et des formes prévues et reconnaissantes, tandis qu'un grand nombre d'artistes travaillent dans la mise en œuvre des raisons empiriques de l'installation. Le dessin est avant tout la démonstration de l'idée, de la forme, de la pensée, de la chose idéale, pour reprendre le terme de Nancy. La pensée de la chose, en tant que forme ou formation, se transforme en vérité. Le tracé du dessin n'est rien d'autre que le tracement d'un chemin vers la vérité. La ligne tracée soudain mobilise et tire en avant un point de la vérité, qui est distinction, mais aussi manifestation de la vérité elle-même. Ainsi, je pourrais dire qu'il n'y a pas de point de vérité dans la distraction, sans la distraction, et le mouvement de la délinéation qui trace un détachement, une différenciation, un déplacement ou encore une dislocation. Je lis donc dans le plaisir du dessin, page 124. La vérité des faits n'est rien que distraction. C'est ainsi qu'elle se manifeste elle-même, comme l'écrit Spinoza, Veritas seisam patepatsit. Visuel, sonore, gestuel, interactif, la délinéation distance, différencie et distribue, dispose en même temps qu'elle disparaît dans son propre mouvement. Je voudrais faire une mise au point sur le travail distinctif de la délinéation qui disparaît dans son propre mouvement pour entraîner l'infinité de l'appareil, de l'apparition, disparition en acte. Ce point requiert un regard attentif en ce qui concerne les rapports de la délinéation avec la forma formans, à travers la vibration, la résonance, les rythmes entre la pensée et la forme artistique. Les mouvements de la délinéation produisent aussi une déformation, une dislocation du sens et en même temps celle de la forme artistique.
Georges Bataille se demande à propos de la fonction percussive des formes de peinture de Picasso. Mais pourquoi hésiter à écrire que quand Picasso peigne, la dislocation des formes entraîne celle de la pensée? Document numéro 7, page 369. Les classiques conduits sur l'ensemble non assemblé des formes en contiguïté impliquent la force d'une délinéation visuelle, considérant l'apparition des formes disloquantes et non disloquées. Ainsi, la dislocation de la pensée et celle des formes de la peinture appartiennent au même mouvement de la délinéation visuelle. Pour conclure, j'ai envie de poser la question. Aujourd'hui, quelle forme donner à nos œuvres architecturales et artistiques? Comment pourrons-nous travailler sans construction ni destruction, par-delà l'imposition du projet? Tant que nous sommes submergés d'un grand nombre de formes, finalités esthétiques formelles, malgré le fait que la plupart des créateurs revendiquent une singularité d'objets et de design. On pourrait dire qu'il ne s'agit ni de création ni de fonction de forme. Sur ce point, la réponse que nous donne Jean-Luc Nancy est tout à fait signifiante. Là où le State Building ou la Tour Eiffel, on a une espèce d'évidence, les tours de Kuala Lumpur ou de Dubaï, on manque. Elle ne correspond pas à la création d'une forme. Nous soulignons la création d'une forme. C'est pas, je pourrais le dire, c'est la théorie française, page 61. Poursuivre la démarche de Jean-Luc Nancy signifie esquisser, faire le geste pour se délivrer d'une finalité explicite et d'une vision imposante de la construction, du projet et de la crise dans le sens d'une construction graphique. Avec ces mots, dans le plaisir au dessin, page 122, on pourrait dire, aussi bien qu'on sort du projet pour faire place au jet ou encore qu'on sort de théorie au profit de la pratique. Félicitations, merci. Dans le guide, quand j'avais fait l'exposition sur le dessin, quand j'ai écrit ce texte, cette phrase dit il faut toujours suivre le désir de la ligne. Le point où, jusqu'au point où elle veut disparaître. C'est une phrase quand même extraordinaire, parce que Matisse dit qu'il faut suivre le désir de la ligne, et c'est un génitif subjectif, je pense. C'est-à-dire que c'est la ligne qui est un désir. Maintenant, en fait, je me rends compte, oui, qu'on peut aussi dire que c'est un génitif objectif, c'est-à-dire c'est mon désir de la ligne. Mais mon désir de la ligne, c'est le désir justement de la ligne, de la délinéation, c'est-à-dire c'est le désir qu'une ligne se trace. C'est pas le désir de telle ligne. Donc ça, je crois que c'est cette phrase de Matisse, d'abord c'est la phrase d'un artiste, d'un très grand artiste. C'est la phrase d'un artiste qui à un certain moment s'est mis à ne faire, quand il commençait à ne faire que des découpages. Certes, des découpages avec des papiers de couleur, bon, bien sûr, on peut aussi parler de la couleur là-dedans. Peut-être que la ligne ne va jamais sortir longtemps cet autre désir qui est celui de la couleur. Peut-être que la ligne est plutôt désir et la couleur plutôt plaisir, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Bon, mais ça reste encore très théorique. Et même maintenant, en t'écoutant, j'ai pensé à une autre possibilité. Là, avec
Parce que la question d'un architecte est qu'il demande quelle pratique de l'architecture. Et souvent, on m'a demandé ça, et à peu près jamais je ne sais répondre. C'est-à-dire, si une architecture veut signifier ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire, il y a des architectes qui ont fait ça, qui ont fait des dessins de bâtiments inconstructibles. Bon, on peut faire des axonométries comme ça, de trucs qui sont suspendus en l'air, mais c'est pas ça. Donc, maintenant, pour la première fois, peut-être je me rends compte que peut-être il faut faire appel à quelque chose qui est notre part à tous, comme dit Mallarmé. Notre part à tous, notre part à tous dans l'architecture, c'est quoi? C'est d'habiter l'architecture. Qu'est-ce qu'on fait quand on habite? Quand on habite, on est dans un certain volume et une composition de volume interne, volume externe de la maison. Et ça, ces volumes, ils ont été dessinés avec un certain projet. Et on ne peut pas ne pas avoir de projet. Non. Mais moi, quand j'habite quelque part, qu'est-ce que je fais? De toute façon, je ne touche pas vraiment au projet. Enfin, je ne déplace pas les fenêtres. Bon, je peux un peu déplacer quelques cloisons. Enfin, en revanche, j'introduis une sorte de structure. J'entasse des choses. Nous faisons tous plus ou moins ça. Peut-être qu'il y en a qui sont plus ordonnés, d'autres moins ordonnés. Moi, je ne suis pas particulièrement désordonné, mais après, c'est la vie la vie amène forcément du désordre. Sans doute, beaucoup d'entre nous sont encombrés par les livres, et aussi par les CD, par les DVD. On ne sait pas bien comment les ranger. Alors, prenons les DVD. Les CD d'abord, les CD. Au moment où le CD est apparu, il y a plein de designers qui ont fabriqué des présentoirs pour le CD, des trucs pour ranger les CD. En général, des objets un peu, je ne sais pas si commodes, très commodes, tous les CD bien rangés comme ça, mais je ne sais pas comment dire, introduisant une sorte de surpoids de forme dont, au fond, je dirais, moi, je me suis dit spontanément, mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas ce gros truc bien designé comme ça. Et alors finalement, je range mes CD dans des rayons de bibliothèque. C'est-à-dire la ligne la plus, de toute façon, la plus neutre, le casier. Mais ce que je fais dans le casier, ça c'est encore autre chose. Après, il faut un principe de rangement ou pas de principe. Et on ne respecte jamais, c'est pas ça. Ou bien cas qui est très remarquable, le cas justement des dessins ou des peintures qu'on peut avoir, qu'on peut acheter, recevoir. Un jour, il y a déjà très longtemps, je ne sais plus qui, mais c'est un artiste m'a appris qu'il n'accrochait jamais aucun dessin ni aucune peinture, ni de lui ni d'autres gens, parce que c'était pas fait pour ça. Ça m'a enchanté, et depuis je n'accroche rien chez moi, sauf certaines choses, parce que par exemple quand on a une série de petits tableaux, c'est un peu difficile de mettre tout ça par terre. Mais donc celle-là, je vais accrocher. J'aime beaucoup l'idée de ne pas accrocher les tableaux et de les poser par terre contre le sol. Donc on peut les bouger à n'importe quel moment.
Et quelquefois aussi, ils passent derrière les meubles. On ne les voit plus. Ils passent derrière un fauteuil. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il se passe qu'il y a une certaine forme, une formance de l'habité et de l'habitant. Et c'est ça, habiter, c'est tripoter les choses sans, à la limite, je dirais, à la limite justement du design. Il y a des gens, j'ai connu aussi des gens qui veulent habiter selon le design. Alors ils choisissent les meubles selon un certain design, etc. Alors on peut choisir de mélanger les designs, au contraire un seul design. Bon, c'est une possibilité, mais pour moi je la ressens comme une possibilité qui est en même temps ferme, parce que c'est plus de la formance, elle est complètement prédonné. C'est prédonné, alors même si c'est très. Oui, mais évidemment, il y a des. Moi aussi, j'ai chez moi des choses qui viennent d'ailleurs. J'ai un fauteuil, le Corbusier. Oui, bon, on fait avec, mais bien, par exemple, je connais quelqu'un qui a une salle à manger, je ne sais pas quel designer, qui est entièrement sur le motif des ossements. Et à la table, les chaises et tout, et les couverts, ce sont des ossements. Alors on est assis, on a le dossier comme des tibias, des murs, et tout est à la main. Là, évidemment, il y a tout un choix. Évidemment, tout là. Bon. Alors, cette affaire d'habitation a l'air de rien, mais maintenant, si on se tourne vers le dehors aussi, et dans le dehors, c'est pareil. Tous ces derniers, depuis longtemps maintenant, les architectes urbanistes, ils cherchent à aménager les espaces. Voilà, et alors dès qu'on ordonne juste un peu trop, ça se fige, ça ne marche plus. C'est la question, par exemple, c'est la question des rues piétonnières. Les rues piétonnières, c'est très bien. Le problème, c'est que quand on fait aussi, nous désordonnons, par exemple, toutes les expériences post-modernes à l'époque où je parle des années 90, bon, là, il y a eu quelques exemples de cette façon. Même là où il était déconstruit, si on peut dire, mais bon, et là, c'est marché avec la même façon. C'était déjà épuisé. Et oui, c'est bien sûr, parce que c'est. Justement parce que c'est programmé. Et parce que ça n'est ça. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a. Alors un autre exemple, je crois qu'on peut prendre à l'échelle de la ville. Qu'est-ce qui fait pas seulement le charme, le charme. Ça a l'air d'être une notion un peu bébête, mignonnette, mais non. L'attrait, l'intérêt d'une ville comme Coimbra, d'une ville comme, je ne sais pas, Montpellier, certains endroits de Paris, c'est que ce sont quelquefois des villes entières, ou au moins des grandes parties de villes, qui se sont faites peu à peu. Comme ça, un jour on ne sait pas très bien comment, il y a des rues qui sont comme ça. C'est pourquoi c'est complètement idiot de faire une rue comme ça. Donc, en effet, l'esprit romain, à partir du camp militaire romain, a inventé le plan quadrillé. Mais le plan quadrillé, comme on le trouve dans un certain nombre de villes d'ailleurs, quelquefois des villes royales comme Turin ou les villes américaines, bien sûr. Bon, on sait bien qu'il y a quelque chose là qui fait quoi? Qui fait que ça arrête la possibilité justement de venir ajouter quelque chose là, de tourner là où il n'y avait pas de tournage. Bon, voilà. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je sais seulement que ça fait très longtemps que je me dis qu'il est extrêmement frappant que l'urbanisme est quelque chose qui se met très facilement lui-même
en contradiction avec lui-même parce qu'il veut ouvrir des espaces, permettre la circulation, la rencontre, et en même temps il fait. Parce qu'il définit. Mais il faut bien qu'il le fasse. Oui, il faut faire parce qu'il y a tout un programme, donc il faut obéir. Peut-être, je ne sais pas, mais il y a pas beaucoup de possibilités de développement. Parce qu'au niveau du travail, par exemple, je parle de la part des architectes qui sont invités de faire un projet. Le projet, toujours, c'est quelque chose qui il faut être inventif, mais en même temps, il est très formel. Parce qu'il essaie de faire une nouvelle version, de trouver des principes ou même, c'est vrai aussi de les connaître là. Là, il y a un problème dans la médecine, parce que vous posez dans les bases ici, je vis que la structure de projet à côté de, je sais pas, à côté d'industriels, design, botanistes, si je ne me trompe pas, parce que vous dites par exemple qu'il y a deux vérités, il y a une vérité qui est pensée comme conformité, vérifiable, vérifiable, etc. Et de l'autre côté, les projets artistiques, la vérité artistique, qui est cette vérité non formée, etc., par conséquence non reconnaissable, non identifiable, etc. Bon, et là, moi j'ai une différence avec vous, si vous voulez, parce que moi je considère que l'architecture au début, c'est-à-dire au moment au moment de conception, ça marche comme l'art, c'est-à-dire qu'il faut être inventif, il faut inventer quelque chose qui est de l'ordre d'impossible presque, d'événements, d'impossible, je ne sais pas quoi, au niveau de dessin, parce que l'architecte, bon, maintenant il travaille avec le détail, avec l'ordinateur, etc. Mais, toujours, mais avant, oui, mais avant, il y a les coquilles. S'il n'y a pas de coquilles, il n'y a pas de structure. Bon, il n'y a pas la partie, il n'y a pas l'idée. Bon, là, il faut être inventif. Là, le dessin, c'est la même ordre, la même génération, le même ordre que le dessin artistique. Moi, je ne vais pas côté de l'humanisme, je ne sais pas comment on marche l'humanisme, mais je ne crois pas que c'est la même. Peut-être on le voit du côté. J'ai dit ça, botaniste. Oui, je vois, c'est un peu varié. Bon, phase de terrain, c'est là que ça tombe du dessin industriel, du dessin d'architecte, du dessin de botaniste. Oui, du dessin, oui. Moi, j'ai d'accord, j'ai tort. Hein? D'accord. Non, j'ai tort parce que je n'ai pensé là le dessin d'architecte que comme le dessin de plan. Et pas du tout comme le croquis. Je vais, amende honorable, la prochaine édition, il va y avoir une modification. Non, absolument. Parce que le croquis, l'esquisse qui était justement ce dont j'ai découvert toute l'importance en faisant cette exposition, c'est justement ceux qui n'obéissent pas au plan. Et aujourd'hui, c'est plus faiblesse, parce qu'il y a des instituts dans les écoles, les étudiants aujourd'hui qui ne connaissent pas de dessiner des croquis. Je sais. Il y a beaucoup d'architectes qui disent ça. Il faudrait même réintroduire dans les écoles d'architectes la pratique du croquis, de l'esquisse, parce que sinon, il n'y a plus que les pratiques. C'est le même problème, par exemple, dans l'école de Beaux-Arts, où les artistes commencent virtuellement à travailler avec l'installation. Bon, ils ne dessinent pas. Bon, là, c'est aussi l'installation, je veux dire, de façon empirique, de façon rationnelle. Oui, mais alors, est-ce que tout ça ne renvoie pas fondamentalement, pas seulement à la pratique du croquis, certainement qu'il y a quelque chose dans le fait de dessiner avec la main, dessiner avec certains moyens, certains crayons, certaines plumes, certains fuseurs, ça n'est pas les mêmes dessins. Certainement. Mais en même temps, je crois que très profondément, ça renvoie
à toute la civilisation. Des villes comme Coimbra, elles se sont construites à partir de successions d'événements, en moins erratiques quand même. Alors un jour c'est tel prince ou noble qui veut se faire installer à tel endroit. Un jour c'est l'université qui se donne au moins un premier bâtiment, mais après il y a, ou c'est en même temps, peut-être cette croix elle appartient à l'université, c'est peut-être de l'université. Mais ça pousse comme ça dans une sorte de, oui, d'absence de plan général. La question c'est sans doute celle du moment où est apparu le plan général, disons le moment haussmannien, qu'on appelle haussmannien en France, c'est-à-dire le préfet de Paris de Napoléon III qui a redessiné Paris, enfin une grande partie de Paris, en passant de grands boulevards. Et comme on rappelle souvent, les grandes avenues bien ouvertes et bien droites de Haussmann avaient aussi comme destination de permettre de tirer plus facilement au canon sur d'éventuels révolutionnaires. Parce que, justement, l'expérience de 1848 avait montré que les barricades peuvent être très très efficaces quand les rues sont étroites, tordues, tandis que dans une grande avenue, c'est même une très très bonne barricade, vous pouvez envoyer un char pour aller. Bon, mais mettons même que ça n'est qu'un à côté. Donc, voilà, la question c'est, peut-on pas penser, parce que penser, je pense, mais peut-on pratiquer, en effet, une architecture aussi bien intérieure que extérieure, et donc aussi un urbanisme, et qui reste aux limites du projet. Parce que, d'accord, il y a le croquis, mais après le croquis, il y aura forcément quand même un plan. Et après, il faudra quand même couler du béton. Oui, il faut travailler avec les règles de construction, etc. Mais la construction, c'est vrai qu'après, même le projet, c'est presque très imposant, très dominant à la fin. Parce que finalement, il y a tout qui peut être sous le projet, sous la construction, sous le principe de la construction. Et donc, je ne sais pas comment, pour la question que je me pose, comment nous pouvons se délivrer de cette intensité de la construction qui est tout à fait dominante partout, même il y a toujours à faire construire. Oui, mais justement, ça, on peut dire, c'est pour moi une des questions ouvertes par la déconstruction. Parce que je pense que tout le monde ici qui s'occupe de déconstruction depuis assez longtemps connaît comme moi, mais peut-être c'est moi qui l'ai pas tout depuis longtemps, on connaît la question, et alors, quand est-ce que vous allez reconstruire? Là, on me l'a demandé, on m'a demandé à Derrida, 100 000 fois. Et ça m'a toujours frappé, d'autant plus que justement, avant, dans les années avant que je découvre Derrida, j'ai appartenu à un moment à une sorte de mouvement, qui s'appelait Reconstruction. C'était syndical. C'était la reconstruction du syndicat qui s'appelait avant CFTC, c'est-à-dire Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, et qui avait décidé de ne plus être chrétien, et qui est devenu, qui s'appelle aujourd'hui la CFDT, c'est-à-dire la Confédération Française des Travailleurs. Et tout le mouvement qui était la gauche du syndicat, et qui s'était emparé de penser et de pratiquer cette transformation, s'appelait reconstruction. Et maintenant, je me dis, cette reconstruction, c'était comme la pensée qu'il y a eu de mauvaises constructions, donc ça faut démolir, et après on reconstruit, mais on reconstruit
autre chose, peut-être avec quelques éléments d'avant, mais bon. Mais justement, je pense que la déconstruction, on pourrait peut-être dire que Derrida lui-même, en tout cas, il a deux manières d'arriver au bout, justement, et de se trouver devant la question de la reconstruction. Une manière, c'est, je crois que plusieurs fois, ça lui est arrivé de dire, mais écoutez, il n'est même pas question de reconstruire, parce que on n'a rien démoli. C'est pas ça, on déconstruit, on démonte, on regarde comment ça fonctionne. Et après, peut-être ça fonctionne à la fois pareil, mais autrement. C'est tout cet aspect qui pour moi se rattache toujours à cette formule de Derrida je ne sais même pas si elle est écrite quelque part, mais je l'ai entendue en tout cas, mais il y a tellement longtemps, et que la clôture de la métaphysique n'est pas transversale à l'histoire de la métaphysique, mais longitudinale. Ça, c'est justement Heidegger, il a fini par voir un peu ça. Enfin, le plus souvent, il ne le voyait pas bien. Heidegger, il dit, avec Platon, coupure. Et après, immense oubli de l'être. Au contraire, Derrida veut dire, pas du tout. Dès Platon, si on veut, dès Anaximandre, etc., ça se divise toujours en deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des formata et des formats formants, qui ne cessent pas de se former. Alors ça, c'est un aspect des choses. Mais l'autre aspect des choses de Derrida, je trouve, c'est que Derrida, il a aussi été du côté, oui, d'une certaine structure. Je suis comme l'instruction, je disais ça après ça mort, je pensais avant. Mais, je veux dire, quand on. Ben là, je renvoie aussi à ce que je dirai demain, je veux dire, Glas, qu'est-ce que c'est Glas? Un peu de l'instruction, là. D'ailleurs, là, il a écrit, composé assez vite, 2 mois, avec des ciseaux. Pas seulement en écrivant, mais aussi en coupant les textes de en collant, en ajoutant un peu. C'est quoi ça? Évidemment, tout le monde dit c'est pas du travail philosophique, c'est quoi? C'est une étrange masse, comme ça, dans laquelle il écrit, lui, ils ne m'attraperont pas, parce qu'ils croient que je suis dans la colonne de droite, mais je suis dans celle de gauche. Donc ils croient que je suis à gauche, je suis à droite. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de grosse masse dont on peut, à laquelle on peut trouver, je dirais, tous les défauts qu'on voudra, mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas arriver à en tirer vraiment une pensée organisée. Oui. Mais justement, c'est ça. C'est ça. Oui, mais c'est même pas le fragment. C'est pas le fragment romantique qui est dans. Schlegel dit, c'est comme un petit hérisson fermé sur lui, et tout l'organisme de l'hérisson est là-dedans. Non, c'est plutôt. Excusez-moi, je ne trouve pas d'autre mot que ce mot à beaucoup de français, c'est le bordel. C'est pas le bordel au sens historique du mot, parce que le bordel au sens historique du mot est assez organisé. Et en français, je ne sais pas, peut-être dans d'autres langues aussi, on dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, on le dit tout le temps, en français en tout cas. Bordel, c'est le lieu du désordre. Le désordre, c'est la débauche. Bon, oui. Et or, prenez Derrida par un autre bout, je peux dire que même que là, c'est la sempiternelle question des définitions de la déconstruction. Bon, ben, il a fait un mandat à nous. La déconstruction n'a pas besoin de la déconstruction.
mais il y en a en même temps, il y en a 36, y compris la déconstruction, c'est l'Amérique, qui est en même temps une définition qu'on peut parfaitement bien commenter, mais et ça, je vous dirais, c'est voilà, c'est un côté comme ça qui est structif. Alors, qui veut dire quoi? Il veut dire quoi? Peut-être qu'il ne veut rien dire, justement. Et peut-être que ça n'est pas un projet. Peut-être que ça ne donne même pas une sorte de modèle. Ça, je ne dirais absolument pas. Il ne faut se même pas faire un long truc là. Ce serait quoi? Glo? De toute façon, tout est déjà là. Donc, alors, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt. Voilà, c'est juste ça que je voudrais ajouter maintenant, parce que ça, à un moment donné, toucher à ça aussi. Il s'agit plutôt de ceci que dans la formance, et elle-même toujours revenant à son caractère formance, ne s'en dessaisissant jamais complètement pour le laisser être formé, il s'agit essentiellement d'une force. Il n'y a pas de formance sans force. Sans force formatrice. Force formatrice. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la force formatrice? C'est quelque chose dont. Enfin, je me dis, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce qui apparaît dans la philosophie, en tout cas, avec Kant. Et c'est quoi? C'est la vie, comme dit Kant, pour laquelle nous n'avons pas d'analogone. Et justement, je dis, même pour Kant, la force formatrice de la vie, la Bildende Kraft, pour laquelle justement il n'y a pas d'analogone, c'est-à-dire nous ne pouvons pas donner un modèle, surtout pas un modèle schématisant, de ce que c'est que la force formatrice. Or, c'est la vie. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire la vie comme force formatrice? Eh bien, ça veut dire justement un certain bordel. Je veux dire, la vie, c'est quoi la vie? Et c'est ça qui fait le problème de Kant. Kant, c'est le premier, peut-être, je pense, c'est le premier philosophe qui est saisi de panique à l'idée que la totalité de la nature, ça fout le camp dans tous les sens. Pourquoi? Ça, c'est simplement l'effet de la mort de Dieu, donc de la mort du grand architecte. Quand il n'y a plus de grand architecte, ça fout le camp. Et alors, cette page étonnante où Kant dit, et si jamais en un seul jour la terre se couvrait de glace et de fleurs, et si l'arbre était en même temps parce que très lourd et très léger, et rouge et noir, blanc, je sais plus comment, une espèce de vision comme ça, complètement affolée, qui veut dire que quand, avec une conscience extrêmement aiguë, de ceci qu'à partir du moment où il n'y a plus un édifice métaphysique, parce que l'architecture a été le modèle comme ça, et d'ailleurs chez Kant aussi, Kant aussi il veut construire une métaphore. Oui, mais une métaphore, mais une métaphore qui est inscrite déjà comme plus que métaphore dans le archi, le principe, le fondement, etc. Donc Kant est le premier qui se rend compte que s'il n'y a pas une architecture métaphysique, on ne sait plus où on va, et ça peut foutre le camp dans tous les sens. Alors Kant déploie une énergie considérable pour penser une finalité sans fin, pour penser un comme si, un progrès de l'humanité, ou l'histoire, etc. Mais au fond, je pense que Kant n'a jamais été très rassuré.
Bon, pas lui, alors après, on peut dire évidemment une quantité de gens qui ont essayé de construire à nouveau, et c'est pas par hasard ensuite que la destruction de Heidegger intervient là-dedans comme un ébranlement qui est justement l'ébranlement non seulement des édifices métaphysiques, mais aussi de la tentation et de la tentative de faire des analogues d'édifices et de Kant, comme s'il y avait une finalité dernière. La finalité sans fin est comme ça sort un peu de la pensée métaphysique. C'est quelque chose de dehors de non? La finalité sans fin. C'est en dehors de Kant? Oui. Oui, mais c'est quand même. C'est vrai. D'abord, la finalité sans fin, il la trouve à partir de là. C'est dans un livre là. Il la trouve dans le fait qu'il y a un livre des facultés. Et ensuite, c'est à partir de ça qu'il essaye de penser une finalité qui n'aurait quand même qu'une fin analogique, hypothétique, parce que on ne peut pas présenter le royaume des saints. Mais bon, pourtant, on ne peut pas non plus ne pas penser sans fin dernière. Mais aujourd'hui, voilà, c'est peut-être ça, je dois faire mon anticipation de la réponse. C'est peut-être ça qu'il faut vraiment penser sans fin. Derrière. Je dis, je pose la question, si c'est trop quantien, ça on peut quantien, c'est exactement si c'était des constructions de quantiennes, c'est facile, je sais pas. Non, mais par exemple, si pour un architecte qui était présent, ça veut dire concrètement, l'architecte travaille pour que des gens puissent faire n'importe quoi à la limite dedans. Ça, c'est on suit un programme, donc il faut être fidèle au programme. Ça, je suppose donc il faut pas obéir au programme. Voilà, moi je trouve mon travail. Mais alors aussi, oui, mais peut-être ça veut dire aussi qu'il ne faut pas charger l'architecte de toutes les responsabilités. Ça, c'est absurde. Il ne faut pas que l'architecte programme la solution. Mais il faut que les gens qui viennent soit dans les maisons, soit dans les bureaux, soit dans les écoles, c'est pas des Каждого мать